Bon, je suis très heureux de vous accueillir, de voir d'abord qu'il y a autant de monde qui ait répondu à l'invitation. Il paraît que c'est plus que d'habitude. Donc, merci beaucoup. Alors, après cette petite note humoristique ici, nous allons entamer notre programme. On ouvre d'abord le rideau. Une petite phrase de Constant. L'humanité aura à répondre un jour non seulement des actes des hommes malfaisants, elle aura aussi à répondre du silence des gens de bien. Parce qu'en fait, en 14, c'est un peu ce qui s'est passé. Les gens de bien, ou qui avaient de quoi se déplacer, se sont déplacés très rapidement à l'étranger. Ça va. Voilà. Bon, ça vous connaissez, c'est la famille royale qui était le roi Albert, donc le roi chevalier et la reine Elisabeth. Parle bien dans le micro. On aura encore l'occasion de les revoir par après. On va pas trop vite, hein? Ah. Il y a des documents ici qui m'ont été prêtés, comme vous pouvez voir, notamment par Cyril Doquier. Arlette Herdy, c'est une personne qui habite du côté de Bruxelles. Constant Ledevec, que vous connaissez, et Marie-Henriette Loest, qui s'est excusée pour ce soir. Alors il faut parler quand même un peu de ce qui a amené cette guerre. Vous voyez ici qu'on parle de triplice et de triple entente. Ce sont des accords qui avaient été faits sans demander aux gens s'ils étaient eux d'accord. C'était les trois rois ou empereurs, Kaiser, qu'on peut appeler comme on veut, qui ont influencé en fait. Dans le micro. Parle bien dans le micro. Oui. Mais tu bouges. Qui ont influencé en fait toute l'histoire qui s'est déroulée par après. Oui, la triplice, c'est une entente entre l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie, mais l'Italie s'en ira très vite en 1915, et contre ça, les Français, qui sentaient bien que l'Allemagne était prête à revenir chez eux, ont décidé de se mettre en cheville avec les Anglais, avec lesquels ils avaient d'ailleurs des problèmes, et ça ne s'est pas fait tout seul. Enfin, ils sont arrivés à un accord, la fameuse entente cordiale. Et alors, c'est devenu par après la triple entente, parce que les Russes se sont mis avec la France et l'Angleterre. Voilà. Voici sur la carte, on voit très bien la différence et l'étendue des pouvoirs. Vous avez ici donc la triple entente, ceci est en jaune également, puisque ça appartenait déjà aux Français. Et voilà l'immense territoire de la triplice. Et l'Empire russe est là sur le côté, qui n'attend qu'une chose, lui, c'est de pouvoir venir ici et de pouvoir faire une réunion de tous les Slaves. Oui. Voici le premier document de Warren. Vous voyez qu'il est daté du 11 juin 14. Et en fait, c'est le commandant de section qui veut réunir tous les militaires en congé des classes de 1901 à 1902. C'est tout à fait par hasard, parce qu'il faisait ça régulièrement. Il n'a pas fait ça en vue d'une mobilisation. Et la seule chose, c'est qu'il avait prévu de ça pour le 13 août. Donc ça n'a pas pu avoir lieu.
mes soldats, et de toute façon, les militaires de 1901 à 1902 étaient sur le front. Alors, vous voyez, ça c'est des photos que tout le monde a vues de tous les côtés, l'attentat de Sarajevo. J'ai chaque fois repris des anciens journaux où à ce moment-là, ils photographiaient, ils faisaient des petites... Mais on a quand même une photographie de la sortie de l'hôtel de ville, donc avant l'attentat, qui a eu lieu une rue plus loin, en face d'une librairie. Et on a toujours dit que c'était l'élément qui avait déclenché la guerre, mais ça ne peut pas expliquer un fait divers comme ça qui déclenche une guerre. Pourquoi? Parce que entre 14 et 18, donc, il y a le conflit qui... Là, t'avances trop vite. Je fais rien. C'est un grand conflit où toutes les nations européennes sont intégrées, mais non seulement c'est une guerre européenne, mais ça deviendra rapidement une guerre mondiale, puisque toutes les colonies, qu'elles soient aussi bien françaises qu'anglaises, qu'allemandes ou belges, ont participé au conflit. Et nous avons eu ici, je ne sais pas si on les a eu ici à Warem, mais il y avait des Hindous, des Pashtuns, des Irakiens, il y avait un peu de tout, des Égyptiens, des Congolais, des Noirs qui étaient ici. Et l'Allemagne en profite pour faire venir l'Est africain. C'est comme ça qu'il y a eu d'ailleurs en 1915 une guerre belgo-allemande au Congo, hein, avec Tabora et compagnie. Vous entendez toujours, moi? Oui. Ah, Ça tourne? oui, oui. Et pourquoi aussi? Parce que si vous voyez la carte de l'Afrique, tout le monde voulait avoir son petit morceau d'Afrique. Et c'est comme ça qu'il y a eu, avant la guerre de 14, il y a déjà eu un conflit entre la Libye, l'Érythrée, parce que l'Italie voulait absolument avoir une place en Afrique. Les Allemands avaient le Cameroun ici, ils avaient le sud-ouest de l'Afrique et de l'autre côté l'East Africa Germanist. Alors il y a eu, un peu avant, il y a eu toute la guerre qui a fait, la guerre des bourgs qui a fait que tout le dessus ici est devenu anglais. Les Français ont pris la majorité, vous voyez. Mais il faut savoir donc que le Cameroun était à l'époque allemand. Vas-y. Mais pourquoi y a-t-il eu cet attentat? Bon, il y a eu ce principe qui a tué le prince héritier et son épouse, mais il faut savoir que tous ces Guillaume II, Georges V et Nicolas II étaient en fait tous des parents. Donc, on pourrait croire que c'est une guerre, chacun voulait prendre ce que l'autre avait. Ils ne s'entendaient pas entre eux. Et pourtant, ils allaient souvent l'un chez l'autre. Donc, c'est un peu comme une brouille de famille. Mais le problème, c'est que l'Autriche-Hongrie n'a pas attendu un accord avec l'Allemagne. Elle a directement attaqué le pays, donc la Serbie, pour pouvoir contrer les Slaves qui voulaient faire une grande Yougoslavie, ce qui s'est réalisé sous le communisme, sous Tito. Donc ils voulaient faire de toute la bordure. Oui. Alors voilà
l'Empire Autriche-Hongrie. C'est pas un petit bazar, évidemment, mais parce qu'il y a énormément de minorités. Vous voyez ici toutes les minorités qu'il y a. Et bon, c'est parce que petit à petit, ils ont grignoté, ils annexaient beaucoup d'un coup, comme ils ont annexé la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, sans demander le fait. Ils ont dit, ben, c'est à nous. Et alors, la Russie a dit, bon, puisque vous faites ça, nous, en vertu de notre alliance et de notre nationalité du panslavisme, nous allons vous attaquer également. Donc, les déclarations de guerre vont se suivre. Mais il y a encore un autre problème, c'est que l'Empire ottoman, lui, va intervenir aussi et il va se mettre du côté des Allemands. Pourquoi? Parce que, en fait, l'Empire ottoman recouvrait la Grèce, toutes les îles grecques, la Crète, Chypre, et pour finir, il ne restera que ceci. Mais vous voyez, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, la Grèce, la Roumanie, la Serbie et la Bosnie appartenaient à l'Empire ottoman. Et ils ont, petit à petit, ils ont été grignotés à partir de 1878 déjà ici. Et ici, pour 81, 1912, 1882, il y a eu des problèmes à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qui va attaquer le premier? Il est certain qu'en vertu des alliances, l'attentat de Sarajevo va quand même développer quelque chose. On ne va pas laisser comme ça en se disant ça n'a aucune importance. Mais il faut mettre en route ces alliances. Comme l'Autriche a déjà lancé la guerre, l'Allemagne se sent poussée au derrière pour déclarer la guerre également. Et puis, la veille de la déclaration de guerre, il y a Jean Jaurès qui est assassiné à Paris, et on ne sait pas pourquoi. Et c'était un grand pacifiste. Est-ce que c'est pour ça qu'il a été assassiné? Parce qu'en fait, le gouvernement à ce moment-là en France était plutôt pour aller de l'avant et reprendre l'Alsace-Lorraine en Allemagne. C'était une occasion unique de pouvoir faire ça. Mais dans l'esprit des gens en 14, et comme ça s'est passé en 40, les gens se disent, ben non, ça ne va jamais arriver. De toute façon, nous, on a échappé à la guerre, puisqu'il y a déjà eu la guerre de 1870, on était neutre, personne n'est venu nous embêter, bon, ça va être la même chose, donc on ne doit pas craindre. Ce qui se passe, c'est que tous les gens, la majorité des gens, continuent à vivre comme ils vivaient avant. C'est-à-dire que ceux qui avaient le moyen de voyager sont partis en vacances, il y en a qui sont partis le jour même de la déclaration de guerre. Ils n'allaient pas nécessairement loin, la majorité des personnes allaient à Ostende et Blankenberg pour pouvoir aller jouer au casino et des choses comme ça. Mais ceux qui n'avaient pas d'argent, ben, fatalement, ils sont restés coincés en Belgique. Mais ce qui se passe, c'est que fin 14, quand même tout doucement, les gens commencent à se dire il va quand même se passer quelque chose, on ne sait pas quoi, mais il va se passer quelque chose. L'Autriche avance en Serbie, donc il faut absolument qu'on se prépare. Mais se préparer, il n'était pas possible pour la Belgique de le faire parce que l'armée était en pleine restructuration. On avait construit des forts, mais ça on en parlera tantôt, pour faire une ceinture autour de Liège, faire une ceinture autour d'Anvers, faire une ceinture de fort autour de Namur. C'était le général Brialmont qui avait fait ça, mais dites-vous que ça avait été un peu bricolé. Il y avait
du béton, ça c'est vrai, une bonne épaisseur de béton, mais ce béton n'était pas armé. Il était prévu pour des obus de 210 mm, donc 21 cm, mais les Allemands sont arrivés avec des obus de 350 et 420. Ça va un petit peu. Alors vous voyez, ça va très vite. Hein. Le 28 juillet, Kiev déclare la guerre en Serbie. Le 30 juillet, la Russie déclare la mobilisation générale. Le 1er août, hop, on y va, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie, puisqu'elle venait au secours des Serbes. Le 3 août, l'Allemagne, sur sa lancée, déclare la guerre à la France. Et le 4 août, oui, sur quelques jours, sur une semaine, disons, tout est déclenché. Voici l'ordre de mobilisation belge qui est sorti. Donc, tous les congés des militaires en petite permission, même limités, en congé limité, tout le monde va venir et s'inscrire dans sa commune. Et ici, ça s'est passé à la justice de paix, où les gens sont venus se présenter pour partir pour une guerre très courte, paraît-il. La mobilisation belge, voici comment nos petits soldats étaient équipés. Les mitrailleuses, parce qu'ils avaient quand même un peu de matériel, mais pas beaucoup, les mitrailleuses étaient tirées par des chiens, alors que chez les Allemands, ils avaient déjà des mitrailleuses adaptées qu'on pouvait porter soi-même, qu'on n'avait pas besoin d'un adjuvant. Et on réussit quand même à mettre 361 000 mobilisés. Mais quand on verra ça par rapport aux autres armées mises en présence, c'est un fait de paille. Hein. Alors ici, je fais une petite digression. C'est un auteur liégeois qui raconte comment il a vu arriver la guerre. Si quelqu'un veut lire, pas d'intéressé, tu veux lire? J'ai toujours devant les yeux les images du 26 juillet 1914. Ce fut le dernier beau jour de notre vie, un dimanche parfait. Dans la première fraîcheur de la nuit, mon père apporta les dernières nouvelles alarmantes. Mais nous ne voulions pas y croire. Il y avait là un étudiant, Edgar Belfroy, qui devait être tué à la bataille de l'Isère, et tous les amis de mon frère, en petite tenue de fantassin. La guerre, ils en riaient. Personne ne se représentait ce que cela signifiait. La guerre pendant les vacances, non vraiment, ce n'était pas de jeu. La guerre, cela voulait dire la fermeture des écoles, transformée en cantonnement. Et tout cela survenait alors que les examens étaient terminés. Quel non-sens! La guerre pour un adolescent de 14 ans, c'était la course dans les rues, les mobilisés qui partent, les adieux qui se prolongent, les fourgons chargés de poudre, encadrés de soldats qui défilent lentement. C'était aussi la fin de la discipline familiale, la vie au jour le jour, du moins, c'est ainsi que nous l'imaginions. Il faut avoir vécu ces derniers jours de juillet 1914 pour comprendre cette ambiance. C'est une lecture qui donne bien l'état d'esprit des gens à l'époque. On se demande enfin pourquoi est-ce qu'on va mobiliser nos soldats. Il n'y a quand même rien qui se passe ici. Ils n'ont pas encore conscience que le 4 août, ils vont avoir les Allemands sur le dos. Donc là, bon, ça c'est voilà la dépêche, journal de la démocratie, ça n'a pas duré longtemps, mais c'était pour expliquer un peu que partout on mobilisait. La mobilisation française, ils avaient choisi un beau costume qui leur allait très bien, hein? Pantalon Garance, chapeau Garance,
ce qui faisait qu'on les voyait évidemment de loin, même pas camouflés, on voyait toujours au moins une partie. Et là, vous voyez déjà la différence, on arrive à 3 870 000 hommes mobilisés, au lieu de 980 000 ici, 300. Donc, 10 fois plus de militaires français. Et ils sont répartis dans les unités territoriales de réserve et d'actifs. Je ne vais pas vous raconter ça comme ça, vous le lisez très bien. Et cette mobilisation se fait très vite. Les Français étaient en fait prêts à aller parce qu'ils voulaient récupérer l'Alsace-Lorraine. Ça, ce sont des extraits de journaux que j'ai retrouvés sur les archives allemandes. Il y a un très beau site, bien mais en allemand. Mais il y a un beau site avec beaucoup de photos et de reportages et tout ça, c'est très bien tenu. La mobilisation allemande, vous voyez les chiffres, c'est 9 750 000 hommes. C'est le triple de la France. Et de nouveau, la réserve, l'Armstrong, c'est des personnes plus âgées, derrière 38-45 ans. Mais ils ont 1 million de personnes qui viennent s'engager volontaires. C'est énorme quand on parle, enfin, sur une population donc, de 70 millions d'habitants. Mais n'empêche qu'il y ait comme ça 1 million de volontaires, c'est assez surprenant. Enfin, c'est comme ça. Et eux avaient mis, vous voyez, directement sur les trains qui les mènent au combat, de Munich par Metz vers Paris, ils croyaient qu'en 3 jours, 4 jours, ils seraient à Paris. Et les soldats partent en guerre, c'était une chose assez étonnante. On dit, vous allez au combat, vous allez aller vous battre. Peut-être que vous n'en reviendrez pas, mais on rigole, on fait ça, on boit. En 40, je n'ai pas vécu ça, mais on avait déjà l'habitude de 14-18. Alors à ce moment-là, une fois que les mobilisations sont en route, tout se met alors en route définitivement. Tout le monde commence à lancer des ultimatums, mais on se lance dans une guerre, mais on ne sait pas quand elle va finir, ni combien de temps elle va durer, ni qui va être engagé dans la guerre. On savait bien les Allemands, les Français, nous autres, et les Russes de l'autre côté, mais les Russes, ils sont loin de nous, ils ne vont pas venir se battre ici en Belgique. Hein. Ben. Et le roi reçoit un ultimatum aussi, le 3 août, dans lequel l'Allemagne explique qu'elle voudrait bien qu'on les laisse passer par la Belgique pour aller en France, qu'eux, ils n'ont rien contre les Belges, ils sont bien contents, mais il faut leur laisser le passage libre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas détruire les communications, les tunnels, les chemins de fer. Sans ça, elle sera obligée de considérer la Belgique comme une ennemie. Et elle prendra à ce moment-là aucun engagement vis-à-vis du royaume, parce qu'ils avaient dit que de toute façon, le royaume de Belgique resterait identique à ce qu'il était depuis 1830, et qu'en plus, les colonies belges, on n'y toucherait pas. Vas-y. Il y a le roi Albert pensif dans son bureau qui se demande ce qu'il va répondre à l'Allemagne sans doute. Et la reine Elisabeth. Et il répond qu'il ne comprend pas pourquoi ils veulent passer par chez nous, qu'en fait notre neutralité est garantie
par des traités internationaux que les Allemands eux-mêmes ont signés. Donc, ce serait une violation flagrante du droit des genres et donc du droit international. Alors, le gouvernement se sacrifierait l'honneur de la nation, et c'est un peu ce qu'il a répété, ce que le roi a répété pendant toute la guerre. Se rendre ou se considérer combattu, c'est perdre son honneur. Mais les gens se réveillent quand même. Mais ils se réveillent pourquoi? D'abord une panique boursière, parce qu'on a peur que les billets belges n'aient plus aucune valeur une fois que les Allemands vont être là. Alors ceux qui ont beaucoup de billets vont vite les changer à la banque pour avoir des pièces en or ou en argent, qui est ça vraiment, on le sait, on l'a dans la poche, on tient bien. Et en fait, il n'y avait aucune raison d'aller échanger son argent, et ça allait si loin que si vous alliez dans un café pour boire une pinte, on vous demandait si vous aviez de la monnaie. Et si vous sortiez un billet de 20 francs ou quoi, en disant non, c'est pas vous rendre, on n'a pas de monnaie, il faut que vous alliez voir ailleurs. Donc il y a eu vraiment un état d'esprit, panique totale, que l'argent belge n'allait plus rien valoir. Et la banque a retiré à ce moment-là, a cessé un moment de faire le change, et on a eu des nouveaux billets de 5 francs. Et des pièces en zinc au lieu de pièces en argent ou en or. Et en plus, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu immédiatement des files dans toutes les villes, devant les épiceries, pour acheter et faire des réserves. Et des gens ont fait des réserves comme en 40, qu'ils n'ont pas consommé complètement et qu'ils ont dû jeter par après. Oui. C'était prévu une pause, mais je ne sais pas si... Oui. Ah, je vais passer là. Mais ce n'est pas grave. Nous entamons maintenant pour la partie vraiment des combats dans la province de Liège, qu'on avait annoncé. Suite, le général Le Mans, qui commande en fait la province de Liège, écrit un texte, le voici: la petite Belgique relève fièrement le gant, l'armée va faire son devoir. Son ardent patriotisme en répond: vive le roi, commandant en chef de l'armée, vive la Belgique. Et il y a eu d'autres. Oui, je ne sais pas c'est pas grave. Voici de nouveau, avant ça, il y avait quelque chose. Oui. Ça, c'est l'acte de déclaration de guerre de Guillaume II. Et au nom de, avec la grâce de Dieu, le Kaiser allemand, Kaiser König, roi de Prusse, Enzo Vogt, parce qu'il avait une quantité de titres, déclare la guerre, et un beau cachet, sa signature. Et le commandant qui fait l'entrée en Belgique, donc le colonel, le général commandant von Engisch, rappelle de nouveau ce qu'ils avaient donné dans l'ultimatum en disant: c'est mon plus grand désir qui est d'éviter une guerre avec vous, vous avez à choisir. Voilà. Mais comme ils sont déjà bien implantés en Belgique, c'est difficile de leur dire: écoutez, tournez chez vous. Et c'est suite à ça que donc le général Le Mans répond. L'Allemagne dépend, le sort en est jeté, ça c'est pour. Et il y a un plan qui a été fait déjà en 1905 et qui sera appliqué donc en 1914. Et ce plan porte le nom de l'auteur, M. Schlieffen, et qui veut attaquer Paris.
la Belgique ne les intéresse, comme ils ont dit dans leur ultimatum, que pour passer à travers sans combattre. C'est pour ça qu'ils disaient en 3-4 jours, ben, on sera pareil, il n'y a aucun problème. Et la première armée, la deuxième, la troisième et la quatrième armée passent par la Belgique et sont retenus notamment dans la province de Liège, qui croyaient inhabitée, pas vraiment inhabitée, mais sans vraiment de structure solide pour les arrêter. Ce qui était une grande erreur parce que la province de Liège, justement, a fait ses fortifications à Liège et dès le début, les Allemands ont été retardés dans leur avancée. Ils s'avancent, vous voyez d'ailleurs, décontractés, le fusil à bras balançant comme ça au bras, ils ne s'attendent pas à avoir des résistances. Et les troupes allemandes donc, sont rentrées en plusieurs points, 4 ou 6 discutés, ça, pour pouvoir arriver le plus vite possible à la Meuse, de là à Anvers. Et le 4 août, ils débarquent à 4h45 du matin. Les premières patrouilles du Land, ils se montrent bons enfants avec la population et nourrissent les enfants, comme la propagande en 40 réutilisera la même image du soldat allemand qui est bien gentil et qui donne à manger, qui ne vient pas pour combattre les gens. Les Uhlans, les voilà. On parle toujours des Uhlans, mais en fait, les Uhlans n'ont pas une mission de destruction. Les Uhlans, ce sont des patrouilleurs qui sont à l'avant des troupes, à 30-40 km en avance des troupes régulières, donc de l'infanterie, de l'artillerie et tout ça. En fait, ce sont des espions qu'on envoie, bon, fatalement, ils tueront quand même des gens, ça, il ne faut pas le nier, mais ce n'est pas normalement leur but. Ce qu'ils doivent, c'est directement, quand ils arrivent dans une ville ou un village, directement aller à la mairie ou à l'hôtel communal et réquisitionner tout ce qui est possible de réquisitionner. Mais ce sont en fait les troupes qui suivent les Uhlans qui arrivent en province de Liège. Alors, à Warem, on met des affiches pour prévenir, ne pas combattre, ne proférer ni injures ni menaces. Tenez-vous à l'intérieur, fermez les fenêtres afin qu'on puisse dire qu'il y a provocation. Si les soldats occupent pour se défendre une maison ou un mot isolé, évacuez-le afin qu'on puisse dire que les civils ont tiré. Parce que c'était la grosse hantise des soldats allemands, c'était les francs-tireurs. Parce que quand ils ont combattu en Alsace-Lorraine en 1870, il y a eu énormément de soldats tués par des francs-tireurs. Et ils se sont dit, ça va recommencer ici. Et c'est comme ça qu'il y aura eu par après toutes les destructions des villages qui traversaient. Alors si vous faites un acte de violence, c'est un véritable crime que la loi punit et condamne, parce qu'il pourrait une répression sanglante au pillage, au massacre de la population. Alors, de toutes leurs armes, il faut rendre toutes les armes pour avoir, et elles seront l'objet d'un inventaire dressé par l'administration communale, mais là je n'ai pas trouvé d'inventaire. C'est à quoi qu'à Warem, il n'y avait pas une seule arme. Ce qui serait surprenant parce qu'il y avait quand même des chasseurs, mais je n'ai pas trouvé. Alors oui, ça se dirait. Donc, les Allemands ont pu prendre connaissance de toutes ces affiches parce que c'était la même affiche qui était dans tous les villages. Donc ils ne pouvaient pas dire on ne sait pas, qu'on a dit aux gens de fermer. Pour eux, les volets qui étaient fermés, ça voulait dire au contraire qu'il y avait des gens cachés qui les attendaient pour tirer. Et la Belgique avait pourtant fait tout ce qu'elle pouvait et on voit comment les soldats allemands
s'acquittèrent de leurs disciples. C'est évidemment des images satiriques. Ce sont des images qui donnent quand même froid au dos quand on voit leur fait d'armes et puis l'envoyé de Dieu au milieu et leur façon de faire la guerre, donc ils piétinent les femmes. C'est toujours des femmes qui sont piétinées, jamais des hommes. Et ils emmènent avec eux que nouvelles armes. Elles ne sont pas toutes là, mais ce sont des chars, un obus de 420 tiré, oui, le type d'obus que c'est, ils vont tomber sur les forts avec la grosse Bertha. Ça, c'est un obus de gaz hypérique qui n'a pas explosé. Ils ont des mitrailleuses qu'un homme peut porter seul, donc ils ne sont pas obligés d'avoir 2-3 assistants, ni un chien qui vient tirer la mitrailleuse. Et là, c'est des obusiers lourds. Et tous ces armes ont été fabriquées par des grosses sociétés, notamment Krupp, Skoda, Thyssen, et elles fournissaient en partie des armes à la Belgique et à la France. Mais très peu, on n'en achetait pratiquement pas. Mais enfin, voilà, donc ce sont ces gens-là qui sont venus nous combattre. Voici la construction des forts. Donc, vous voyez, on coule du béton, mais tout ce que vous voyez là, c'est du bois pour faire monter les murs petit à petit. Il n'y avait juste qu'une chose qui était protégée, c'était le dessous de la tour, où il y avait un observateur pour pouvoir dire attention, à tel endroit, il y a des Allemands qui arrivent. Et là, c'est un relevé des factures, mais très illisible. Je retourne en arrière ou je Non. Les forts de Liège, les voici, il y en avait 12. On croyait qu'avec ça, on allait être tranquille. Et en fait, les premiers forts qui furent attaqués sont ceux de Fléron et de Chaudfontaine. Les Allemands passent directement par ici pour atteindre Liège, mais ils sont bloqués par les autres forts autour. Et l'armée belge, ça on verra plus loin, fait sauter les ponts, mais il y en a 2 qui n'explosent pas. Ce qui fait que les Allemands ont pu investir Liège très rapidement. Ils commencent avec des obusiers de 21 cm, l'obusier qu'on a eu en dessous, là. Et seulement le fort de Liège, le principal fort de Liège, donc le fort de Loncin, résiste toujours. Et ils ont beau jeter dessus des obus d'obusiers, ils disent on va quand même faire venir la grosse Bertha ici. Mais malheureusement, les voies ont été sabotées et elle ne parviendra pas à arriver à Liège directement. Elle sera bloquée à Herbestal. Il faudra qu'ils refassent tirer les canons par des camions spéciaux et faire un genre de chenillette. Alors, le 15, le canon commence à bombarder avec les tout gros obus que vous avez vu tantôt, et le fort, par malheur, reçoit un obus qui tombe juste sur la réserve de munitions et d'explosifs. Ce qui fait que tout explose. Et il y a eu 350 morts sur 550 personnes qui étaient à l'intérieur du fort. Parce qu'il faut savoir que le fort, ce n'est pas uniquement des personnes, des artilleurs. Il y a incorporé dans le fort des fantassins, de façon à pouvoir repousser les armées allemandes qui, elles, essayent de venir plus près du fort pour mettre de petits obusiers ou des lance-roquettes. Enfin, c'était pas vraiment des roquettes à ce moment.
Mais enfin, pour pouvoir bombarder de plus près le fort. Et en fait, ils ont tenu quand même le mieux qu'ils pouvaient, pour une moyenne de 11 jours. Il y en a qui ont tenu 15 jours. Et on peut encore les visiter maintenant. Donc, ce qui était dans le sol était résistant. Ce qui n'a pas tenu, c'est tout ce qui était au-dessus. Parce que quand vous recevez un obus comme ça de 42 cm, ce n'étaient pas encore les obus perforants qui sont venus par après eux. Et voilà le fort de Mont-Saint. Donc, après l'explosion, vous voyez la tour centrale. Et ça, en dessous, ce sont les anciens, ceux qui restaient de Longsaint, qui sont venus se retrouver dans les ruines du fort. Mais toutes les superstructures supérieures étaient anéanties, mais ce qui était en dessous, enterré, a résisté. Sauf la partie où il y a eu l'explosion, évidemment. Voici les forts, une partie des forts qui étaient autour de Liège, qu'on peut visiter. Il y en a même où on peut dormir, passer une nuit dedans, pour avoir un peu l'idée de ce que les soldats vivaient. En plus, ils conseillent quand même de se munir de vêtements chauds et de bons souliers de marche. Ainsi, les ponts de Liège, une partie donc, qui ont été détruits, mais malheureusement, il y en a eu 2 qui ont résisté. Et les Allemands ont pu rentrer sans problème dans Liège. Et ils ont annoncé à ce moment-là que Liège était conquise. Mais il y avait tous les forts autour qui n'étaient pas encore, qui continuaient à tirer sur les Allemands. Ça, c'est le malheur évidemment de la guerre. Les personnes qui ont perdu leurs jambes, là, coupées, et ça c'est tous les morts qu'on va récupérer, on reprend la moitié de leur plaque d'identification et parfois les enterrer en fosse commune ou faire des petites fosses, mais sans cercueil évidemment. Les Allemands n'étaient évidemment pas très contents de perdre du temps en Belgique, dans la province de Liège, et alors le général von Bülow, qui était qui avait les idées de Bismarck, il dit il faut tout détruire, comme ça plus on détruit, plus on pourra avancer, les gens, il y aura plus de résistance puisque tout sera détruit, brûlé, ou on aura tué les personnes. Faire le vide devant vous pour aller plus loin. Voici, en fait, dans la province de Liège, je n'ai pas eu le temps de les marquer plus, les villes qui ont été détruites sont soulignées, Francorchamps, et ici, de ce côté-ci surtout. Mais j'aurais voulu les surligner pour qu'on ait une meilleure idée de ce qui a été détruit. Mais il faut dire que pratiquement les 2 voies par lesquelles les Allemands sont passés, tout a été détruit et brûlé. Voici par exemple Visé, Herve, Boulan, Baptiste, toutes ces villes ont été complètement brûlées, rasées. Dinan subit le même sort, Namur aussi, et la province de Luxembourg, c'est dommage qu'il n'y avait pas une carte comme ça pour la province de Liège, où ils indiquent de couleurs différentes quand il y a plus de 100 morts civils ou moins de 100 morts civils. Mais là, ça à nouveau, c'est dans le sud du Luxembourg que ça s'est passé, parce que les Allemands, là, voulaient prendre à revers les armées françaises qui étaient vers la Lorraine. Alors, bon, ça a commencé, Tintigny, et être Rossignol, là, ça a été vraiment à peu près 170 personnes qui ont été tuées, qu'on a pris de tous âges, qu'on a emmené d'ailleurs à Arlon, et c'est à Arlon qu'ils ont été fusillés.
ils n'ont pas voulu le faire. La place Busson est allouée que tout est brûlé. Ce sont toutes des maisons qui ont pu être construites. Et Liège est occupé, ça c'est une carte postale allemande. Ils avaient l'habitude de faire des cartes postales comme ça pour se glorifier. Et Liège est occupé. Ils détruisent en fait toute l'émulation qui est en face de l'université de Liège. L'université est occupée par les Allemands où ils ont leur commandement et en face il y a eu un coup de feu qui aurait été tiré par un civil, mais ce n'est pas possible puisqu'ils étaient des deux côtés. Et en fait, on a su plus tard que c'était une balle qu'un Allemand avait tirée de l'université, mais en l'air, il n'avait même pas visé. Et alors, on a tout détruit, tout démoli, mis le feu. Et comme en 40, tout de suite, il y a l'exode. On estime qu'il y a à peu près un quart de la population belge qui a fui. Une partie vers la Hollande, une autre vers la France, puisqu'il y avait encore moyen de passer à ce moment-là, et vers l'Angleterre, c'est-à-dire ils partaient de Nieuport qui n'avait pas été conquis par les Allemands pour regagner, ou alors par les ports de France, par Calais ou des choses comme ça. Mais alors il y a eu des grandes diatribes dans les journaux, tant qu'ils paraissaient encore, parce que la censure allemande a interdit les journaux parce qu'ils amenaient des nouvelles du front aux autres personnes. Alors ils ont créé eux-mêmes un journal en demandant aux gens de s'abonner plutôt à ce journal-là. Mais vous voyez que tous les pouvoirs communaux, provinciaux et les parlementaires, donc les élus publics, n'ont pas pu quitter leur poste. Seuls pouvaient partir les agents de chemin de fer. Voilà quelques photos des réfugiés. Bon, on a connu ça en 40. On voit ça maintenant en Serbie, on voit ça de tous les côtés, en Afghanistan. Les gens partent avec le maximum. Là, il y en a un qui a pris sa vache avec. Il a bien fait parce que de toute façon, après, les vaches vont être réquisitionnées. Donc, il a au moins de quoi se nourrir. Warem a pu échapper parce qu'en fait, le gros des troupes belges était parti et se trouvait déjà sur la Jette en train de reculer pour aller vers Anvers. Et d'après ce monsieur Cuvelier, il n'y aurait eu que 16 immeubles détruits à Warem. Là, je n'ai pas pu trouver d'autres indications dans les feuilles communales, ils n'en parlent pas. Alors vous voyez tout de suite, le 26 septembre, donc il y a un mois que les bourgmestres des communes sont priés de réquisitionner chez tous les cultivateurs au prix officiel le froment disponible au thème de l'article 5. Tout ça pour nourrir les troupes allemandes. Parce que, en fait, dans leur accord qu'ils avaient passé, ils avaient dit oui, vous pouvez avoir de quoi manger, mais il faut d'abord que nous ayons à manger. Et puis ce qui reste, ce sera pour vous. Et alors là, il y a une autre traduction, là, comme suite à comme suite à l'estimée lettre de ce jour, j'ai l'honneur de confirmer que j'approuve avec satisfaction l'œuvre du comité central de secours et d'alimentation dont nous allons parler par après.
Vas-y. Et voici ce que j'ai appris et que peut-être d'autres personnes connaissent mais ou ne savent pas, c'est que le 30 septembre, le commandant de la place veut que la commune fournisse des otages, alors qu'il ne s'est rien passé à Waremme. Mais pourquoi? Enfin, c'est expliqué dans sa lettre, qu'ils auraient eu des attentats, enfin on aurait coupé des... Oui, doit été sur la ligne de chemin de fer, frontièrement Verviers-Louvain. Ils doivent être élus dans les diverses classes politiques. En même temps, on doit faire connaître à la population que ces otages seront impitoyablement fusillés. Ça, c'est toujours ça qui revient quand on ose de nouveau détruire les lignes de chemin de fer, de télégraphe et de téléphone. Et à ça, Joachim répond: j'ai l'honneur de porter que nous n'avons jamais rien fait, nous autres. Mais il accepte, et voici la liste des otages. C'est spécial parce que tous les 8 jours échangent. Et on retrouve là-dedans des personnes bien connues. Vous avez ici le baron de la Fontaine, le doyen, M. Mattei, Guillaume Lambeau, et on retrouve même dedans Joseph Waters, Camille Gué, Auguste Ponteux, Gustave Joachim, oui, tout le monde, toutes les personnes qui ont un peu de notoriété dans la ville sont priées d'aller à tour de rôle dans les caves de la gendarmerie. Et ils seront quand même nourris. Mais on leur demande quand même de venir avec leur couverture et tout leur matériel pour dormir. Si ça intéressait quelqu'un, je pourrais éventuellement vous fournir la liste des otages. Vous pouvez quand vous le demander, je l'imprimerai. Alors on a vu que les communes, c'était un problème de nourrir les gens qui étaient dans les communes. Et il y a M. Solvay qui crée le comité central de secours et d'alimentation. Et comment est-ce possible de créer comme ça un comité central? Ben, il donne lui-même 1 million de francs. Mais il faut savoir qu'un franc à l'époque vaut 2,48 € maintenant. Donc, c'est quand même une fameuse somme. Enfin, il avait les moyens, c'est pas ça, avec toutes les usines qu'il avait qui produisaient de la soude. Donc, enfin, tous les nantis n'ont pas fait ça. Alors, il y a eu, par chance, le marquis de Villalobar, qui était ministre plénipotentiaire du roi d'Espagne. Or, l'Espagne était neutre. Et grâce à ça, il avait de très bonnes relations avec, l'Espagne, ça c'est sûr, mais avec les Américains. Il avait été d'ailleurs nommé en Amérique un moment. Et alors, il y a Bram Whitlock, bien connu par son boulevard, qui lui était ambassadeur des États-Unis, et donc qui était en dehors de tous les conflits aussi. Et en les mettant ensemble avec Émile Franqui, le baron Lambert, le baron Janssen, plus ils ont fait des collectes, ils ont fait des petits tickets comme ça, une petite tombola, et ils ont pu comme ça créer, réquisitionner partout où ils ont pu trouver de la nourriture, qu'ils ont d'abord donné à la région bruxelloise, puisque c'était tous des Bruxellois. Mais alors, ici à Waremme, on a demandé, entre autres, oui, mais nous aussi on existe, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir quelque chose? Et le commandant, vous avez vu, le commandant allemand était d'accord que ça se fasse, parce que lui voyait arriver de la nourriture sur laquelle il aurait pu prendre une partie. Alors, le prix légal, c'est comme dans toutes les guerres, une fois que la guerre est entamée,
il y a ce qu'on appelle des accapareurs, c'est-à-dire des gens qui achètent du blé à 21 francs de l'époque et qui les vendent à 30 francs ou 40 francs. Quoi. Et vous voyez que dans le comité de ravitaillement, vous retrouvez de nouveau des personnes importantes de Warem, Émile Allais, le feu de Tilleux, Narot, Henri Gérard, Charles Waters. Alors ça c'est une garantie qui est donnée en fait par l'État, par le gouverneur allemand, qui ne saisiront pas la nourriture qui vient d'Amérique. Ils vont d'abord la laisser rentrer dans le pays, et puis on verra après. Mais oui, les présidents acceptent, ils disent bon, c'est parfait. Et effectivement, il fallait savoir qu'il y avait le blocus de la Manche. C'est-à-dire que la Hollande, étant neutre, interdisait aux bateaux de passer dans ces eaux côtières. L'Angleterre n'était pas très enthousiaste non plus, parce qu'ils avaient déjà eu plusieurs bateaux qui avaient été descendus par des sous-marins. Il y avait beaucoup de sous-marins, les Allemands avaient fait une construction assez importante de sous-marins. Donc ils n'étaient pas très forts, mais disons quand ils ont su que c'était quand même garanti par l'armée allemande, ça s'est mis en route. Et c'est ainsi qu'est né en fait le comité belge de ravitaillement, mais qui est des produits qui venaient donc des États-Unis. Vous voyez, on verse tous les sacs de blé, toutes les boîtes là, de conserve et tout ce qu'on veut. Il y a eu à ce moment-là vraiment une répartition de nourriture dans toute la Belgique. Ici, on a demandé évidemment que ce soit mis, que ce soit caché, pour qu'on ne vienne pas le voler pendant la nuit ce qu'ils avaient récupéré. Et en fait, le dépôt des aliments était à la justice de paix. On m'avait dit dans le temps que c'était à la poste, dans les bâtiments postaux qui étaient rue de Huy actuelle, mais en fait c'était donc à la justice de paix. Ça, j'ai retrouvé un papier où c'est marqué, où le bourgmestre Joachim dit voilà, le dépôt est à cet état. Voilà. Mais malgré les promesses des Allemands, on continue à réquisitionner, évidemment, ce que c'est exactement. Mais il dit quand même, faites attention, parce que vous ne pouvez pas prendre ce que vous voulez. Mais ça, ils n'en tiendront pas compte. Et la délégation d'Espagne prend parti pour Warem et écrit directement au bourgmestre faisant fonction en disant qu'il garantit la livraison des colis et que si quelqu'un les vole, ou que ce soit des Allemands ou des Indiens, ils seront punis. Alors ici, vous voyez le avis de nouveau. L'autorité militaire allemande vient de lui donner communication d'une décision en vertu de laquelle elle fera fermer tous les cafés à 10 heures du soir, heure allemande, c'est-à-dire une heure en avance sur la nôtre. Hein. Et alors Joachim demande que le commissaire de police aille voir si tout le monde ferme bien. Alors vous voyez ici, on a reçu par exemple une provision de 99 000 kilos, mais il y en a 10% qui sont pris directement par les Allemands. Ici, ce sont les commandes qui ont été faites par la ville de Warem, donc 15 000 kilos de maïs, 15 000 kilos de tourteaux,
farine de tourteau, des pommes de terre, du lard, des haricots, enfin tout ce qu'on pouvait manger à ce moment-là. Parce que, bon, le bœuf et tout ça, il n'y en avait pas beaucoup qui mangeaient de la viande. Alors là, ils ont demandé à voir la liste des militaires de Warem qui étaient actuellement démobilisés ou étaient encore sous les drapeaux. Et savoir s'ils étaient en état de besoin. Il y a comme ça trois pages avec le nombre d'enfants et pour dire s'ils sont en... Mais si quelqu'un veut avoir ces pages pour retrouver éventuellement quelqu'un de sa famille, moi je suis tout disposé à vous l'imprimer, hein, c'est pas un problème. Alors ici, les fournitures de charbon à l'armée allemande. Alors on réclame, il faudra quand même que vous les payiez, il ne faut pas croire que vous recevez ça gratuitement. Et là, bon, ces pratiques vont s'étendre jusqu'aux cultures les moins importantes. Ils demandent de faire un recensement, en fait, de toutes les cultures qui sont en jachère pour qu'on les cultive absolument. Alors ils veulent avoir l'adresse exacte et voici, il répond que suite à votre oreille, voilà, que c'est effectivement dans les locaux de... Alors il demande également si les gens qui on donne de la nourriture, ce n'est peut-être pas dans cette lettre-ci, mais dans une autre lettre, si ces gens-là sont vraiment dans le besoin. Parce qu'il y a certainement des gens qui viennent comme ça, comment on dit, en stummelings, chercher de la nourriture à laquelle ils n'ont pas droit. Mais malgré tout, la vie continue. Voici une communion. Et ce qui est amusant, c'est le menu. Quatrième année de guerre, première communion de Mariette et Robert Batty. Menu solennel, potage pacifique, barquette Chanteclair, saucisse d'Angelen et très marquant, poivre, tarte de pied en cap, rable, crème de long lion. Le mystère, coupe le mystère, Louis Lettis, pâté gras de Rueschul et nectar Lebernigen. Donc ce sont petites fantaisies que ces gens ont fait pour quand même faire une petite fête chez eux. Et alors la dame dit en plus que en fait les costumes sont les récupérations des grands-parents. Que la fille est habillée, on a transformé la robe de communion de sa grand-mère pour qu'elle puisse quand même avoir quelque chose. Et le petit garçon avec son canotier, c'est spécial aussi. Et le sport continue. Entre autres, le Tour de France va continuer, il va s'arrêter 2 ans. Mais Philippe Thay, ça se distinguer, et là on voit les Anglais sur le front, c'est tiré d'un petit journal, le Daily Mail, et ils jouent au football pendant la guerre. Il y a eu la même chose à Noël, sur le front belge, où des soldats allemands, à Noël, ont fait venir des soldats belges qui étaient peut-être à 50 mètres d'eux dans une tranchée, et ils ont joué au football aussi. Ça, c'est évidemment une publicité, le papier à cul. Alors, il faut donner du vin au quinquina aux soldats pour qu'ils puissent combattre, et les biscuits Pernod, là, le piou-piou des serres nationales.
Mais ils ont déjà changé de tenue. Il n'y en a plus qu'un, vous voyez, ou deux qui sont en tenue Garance. Ils ont déjà la nouvelle tenue. Et ils n'ont plus leur petite casquette qui ne servait pas à grand-chose pour les protéger. Ils ont un casque maintenant. La guerre continue, c'est-à-dire qu'on avance évidemment vers la France, et c'est toute la bataille de l'Isère, les batailles de l'Isère, parce qu'il y en a eu quand même plusieurs. On avance, on recule, ça devient, la guerre n'est plus une guerre de progression, c'est une guerre où on reste sur place. C'est là qu'on commence à faire des grandes tranchées qui sont soit rehaussées, soit on met des pierres pour faire un petit rempart. On fait même, ce qui est moins gai, on met des sacs sur le dessus de la tranchée, mais des sacs dans lesquels il y a des cadavres. Qu'ils soient allemands ou belges, ça n'a pas d'importance, mais comme ça on rehausse de 50-60 cm la tranchée, et ça permet d'observer comme ça sans se faire tirer dessus. Alors là, on a eu des avancées, des reculs, je ne me lance pas là-dedans parce que le problème n'était pas d'expliquer toute la guerre, moi c'était dans la région ici, et surtout la ville. C'était ça d'abord. Mais je te donne, j'ai chaque fois mis, mais j'ai chaque fois intercalé des textes tirés de livres qui ont été écrits. Celui-ci est tout récent, c'est le prix Goncourt de cette année-ci, qui ont trait à la guerre de 14-18. Il vient de ramper sur 7 à 8 mètres, guère plus, quand une explosion terrible, un obus d'un calibre insoupçonné, le cloue au sol. Une immense gerbe de terre se soulève, comme une vague colérique et rageuse, et s'élève dans les airs. Édouard a l'impression qu'elle va l'ensevelir, tellement il la sent proche, enveloppante, et elle retombe avec un bruit terrible, feutré comme le soupir d'un ogre. Les explosions et les balles sifflantes, les fusées éclairantes qui s'épanouissent dans le ciel, ce n'est presque plus rien à côté de ce mur de terre qui s'écroule sur lui. Tétanisé, il ferme les yeux. Le sol vibre sous lui. Il se tasse, cesse de respirer. Lorsqu'il reprend ses esprits, constater qu'il est vivant lui donne le sentiment d'être un miraculé. Oui, ici, j'ai un document où l'on dit que M. Élie Frépon, je crois tous les Warrémiens ont connu Élie Frépon, qui habitait ici près de la gare, était en fait, était imprimeur de profession, et qu'il avait été blessé au fort de Lonsin. Il avait perdu un œil, et avait été brûlé aux mains et aux jambes. Et quand les fois où j'ai eu l'occasion de parler avec lui, je n'ai jamais remarqué qu'il avait un œil qui était enfin mort. Mais enfin, c'est quelque chose qu'on apprend sur la ville et la société. Et maintenant, il dit qu'il est à l'hôpital militaire Saint-Laurent, et puis il est transmis maintenant pour son œil chez un oculiste à Liège. C'est de nouveau un texte tiré d'un auteur allemand ici, qui a écrit donc Orage d'acier, et il avait une série de notes, de cahiers de notes, et on a recueilli et mis ça dans un livre qui est assez épais. À travers la gerbe sifflante d'une mitrailleuse, nous occupâmes une position abandonnée par les Français à l'orée du bois. Une odeur douceâtre et un paquet accroché dans le réseau des barbelés mirent mon attention en éveil.
Une chair de poisson décomposée luisait d'un blanc verdâtre dans l'uniforme en lambeaux. Me retournant, je sautai en arrière, saisi d'horreur. Près de moi, une forme humaine était accrochée à un arbre. Elle portait les cuirs brillants des Français. Des orbites caves, quelques touffes de cheveux sur le crâne, d'un brun noir, m'apprirent que je n'avais pas affaire à un vivant. Un autre était assis, le buste replié en avant sur ses jambes, comme s'il venait de s'écrouler. C'est assez surprenant, mais on voit que le soldat étant français ou étant allemand, ou même étant belge, le récit de la campagne de 14 est toujours le même. C'est toujours des gens qui sont tués près d'eux. Ils en réchappent de justesse, mais je crois que quand on les compare, on est près de la vérité de ce qu'a été vraiment 14-18. Alors ici, il y a une demande. Il demande pour qu'on, à la commune, à qui on doit distribuer des permis de rouler à vélo. Parce que on ne pouvait pas sortir de la ville. Si on sortait de la ville, il fallait un passeport. Il fallait chercher ça à la commandanture. Ça coûtait, je crois, 4 francs de l'époque. Et M. Joachim, d'ailleurs, avait dit, je trouve ça un peu cher, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre ça à 1 franc? Et alors, il y a eu des discussions, et pour finir, c'est resté à 4 francs. Alors là, c'est l'huile. L'extraction de l'huile. L'extraction de l'huile. Oui, savoir où il y a quantité d'huile, parce que les Allemands commençaient à avoir des pénuries de gasoil et surtout de ce qu'ils appelaient l'essence non distillée. C'était fait à base de tournesol. C'est pour ça qu'ils ont demandé qu'il y ait ici dans la ville qu'on fasse d'énormes cultures de tournesol. Il y a 4 pages comme ça je ne les ai pas toutes mises, évidemment. Alors, ici, il faut déclarer les valeurs et les écorces d'osier. C'est-à-dire, ils avaient besoin de l'osier. Il y a eu une même réclamation comme ça pour les peupliers. Ils veulent avoir les écorces de peuplier, toujours pour transformer ça en espèce d'huile, pour faire rouler leur... plus loin, ils passent donc les cuivres, le bronze et tout ça, qui doivent être rentrés obligatoirement. Et si on ne les remet pas à la date indiquée, ils expliquent qu'ils vont aller le chercher eux-mêmes dans les maisons. Il y a eu la même chose pendant la guerre 40. Hein. C'est à croire que ça se reproduit comme ça de génération en génération. Alors ici, il y a le commandant Horst, parce que ça change régulièrement, ici qui demande, ça c'est déjà la fin de la guerre, les Allemands reviennent et traversent Warhem pour retourner chez eux, puisqu'ils ont pu repartir avec leurs armes, ils n'ont pas dû laisser leurs armes, puisque c'était... Et il demande, il écrit à Joachim pour lui dire, écoutez, est-ce que vous pouvez me dire, il faudra loger ces gens-là. Alors nous sommes d'accord d'occuper éventuellement les maisons des habitants et vous avez qu'à évacuer les gens dans les églises. Comme ça, nous, on est tranquille, les gens sont dans les églises. Il est à désirer que les habitants s'acquittent sans difficulté de cet ordre pour l'évacuation des maisons devrait être ordonnée et faite. Donc il annonce déjà qu'il va arriver. Et en fait, ils sont arrivés ici vers le 17 novembre. Et alors, ici, le bourgmestre en fonction, Joachim,
dit que tout ce que l'armée allemande aura laissé, il n'est pas question de le prendre. C'est ça qui sera bien lundi, puisque c'est le contraire. C'est des petits-enfants d'un Allemand qui était ici à Warem à l'époque, qui était parti avec des choses, remporter avec lui toute une série d'objets, et ces petits-enfants viennent les rapporter ici. Donc ce serait considéré comme butin de guerre, et ça peut avoir des prisonniers de guerre hébergés. Ils sont passibles des peines prévues par les tribunaux militaires. Voilà de nouveau un petit texte. T'es pas trop fatigué, monsieur? Personne ne veut lire, non? Poussant un grand cri, une clameur par laquelle il me sembla exhaler tout l'air de mes poumons, je tournoyais sur moi-même et je tombais dans un tintement de métal. Cette fois, mon compte était bon. À l'instant même où je me sentais atteint, je compris que la balle avait tranché la vie à sa racine. Sur la route de Maury, j'avais déjà senti la main de la mort. Cette fois-ci, elle serrait plus fort et plus nettement. Tandis que je m'écroulais pesamment sur le sol de la tranchée, j'avais la certitude d'être irrévocablement perdu. Et chose étrange, ce moment a été l'un des très rares dont je puisse dire qu'ils ont été vraiment heureux. Je compris dans cette seconde, comme à la lueur d'un éclair, ma vie dans sa structure la plus secrète. Je ressentais une surprise incrédule de ce qu'elle dut se terminer en ce lieu précis. Mais cette surprise était empreinte d'une grande gaieté. Puis j'entendis le bruit s'affaiblir peu à peu, comme si je coulais à pic sous la surface d'une eau grondante. Là où j'étais maintenant, il n'y avait plus ni guerre, ni ennemi. Donc on croirait presque à la limite qu'ils sont contents de mourir, puisqu'il n'y aurait plus de guerre ni de souffrance. Ça, c'est tiré du dernier Goncourt aussi. C'est une histoire qui raconte l'odyssée de deux soldats français. Et il y en a un des deux, voilà, Édouard, qui est dans un hôpital parce que toute sa mâchoire a été arrachée par des limailles d'obus. Et il te porte pendant tout un temps, il ne dit jamais rien. Et puis à un moment, oui, du bout des doigts, il désigne la fenêtre. C'est vrai que ça pue de manière vertigineuse dans cette chambre. Comme oui, l'état de la bouche, évidemment, ça ne doit pas être. Albert entrebâille la fenêtre. Édouard le suit des yeux. Le jeune blessé insiste, plus grand, plus grand. Albert s'exécute, écarte davantage le ventail, et quand il comprend, c'est trop tard. Édouard a voulu savoir. Il se voit maintenant dans la vitre. L'éclat d'obus lui a emporté toute la mâchoire inférieure. En dessous du nez, tout est vide. On voit la gorge, la voûte, le palais, et seulement les dents du haut et en dessous, un magma de chair écarlate, avec au fond quelque chose. Ça doit être la glotte, plus de l'encre, la trachée fait un trou rouge humide. Édouard Péricourt a 24 ans. Alors ici, c'est un témoignage très poignant aussi, mais qui est français. Je n'ai pas connaissance qu'on ait fusillé en Belgique des soldats pour l'exemple. Enfin, je n'en ai pas trouvé trace. Mais là, il y a eu plus de 600 soldats qui ont été fusillés pour l'exemple, parfois pour des bêtises. Hein. Ma bien chère Lucie, quand cette lettre te parviendra, je serai mort fusillé. Voici pourquoi. Le 27 novembre, vers 5 heures du soir, après un violent bombardement de 2 heures dans une tranchée de première ligne,
Et alors que nous finissions la soupe, des Allemands se sont amenés dans la tranchée, m'ont fait prisonnier avec 2 autres camarades. J'ai profité d'un moment de bousculade pour m'échapper des mains des Allemands. J'ai suivi mes camarades et ensuite, j'ai été accusé d'abandon de poste en présence de l'ennemi. Nous sommes passés à 24 hier soir au conseil de guerre. 6 ont été condamnés à mort, dont moi. Je ne suis pas plus coupable que les autres, mais il faut un exemple. Mon portefeuille te parviendra et ce qu'il y a dedans. Ceci, c'est tiré d'un livre, enfin vous le verrez après, où on a récupéré toutes les lettres de soldats qu'on a publiées. Et il y a des témoignages fort émouvants. Je trouve que ceci est spécialement émouvant. Oui, les fusillés de la Grande Guerre, mais c'est en France. Oui, j'avais dit 600, mais en fait, c'est 740 soldats qui ont été fusillés. Et à des époques déjà, en octobre 14, on a déjà fusillé 57, alors que c'était le tout début de la guerre. Donc. Mais par après, ça a diminué, et en juin 17, il y a eu une petite remontée, et en octobre 18 aussi, parce que les militaires en avaient à la casquette de cette guerre qui n'en finissait pas. Mais il y a quand même eu 2500 condamnations prononcées. Et maintenant, il y a tout un mouvement en France de réhabilitation des soldats qui ont été fusillés. Mais on est loin du compte, je crois qu'il y en a une centaine en tout et pour tout, qui ont été réhabilités. Alors ici, c'est tiré d'un livre également, mais comme par hasard, la Belgique n'existe pas. On parle des pertes militaires alliées, l'Empire, la France, l'Italie, la Serbie, les États-Unis, autres, 1%, c'est peut-être nous. Et alors, à la fin de la guerre, de celle-ci, comme de la présente, on a toujours dit c'est fini, c'est la der des der, plus jamais ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas de trop de plus jamais ça? Parce que c'est une formule, pour Galvaud, même dans une querelle de ménage, on peut dire à un moment, non, ça suffit maintenant, plus jamais ça. Quelles sont les leçons de l'histoire qu'on a tirées? Qui décide quelles leçons sont les bonnes et comment les appliquer? Une même et seule histoire, on peut raconter différentes histoires. Sommes-nous tous fort différents de nos grands-parents, arrière-grands-parents? Parce que, bon, ils n'ont rien vu venir non plus, mais est-ce que nous, on ne se laisse pas aussi vivre dans un petit climat de... On est bien quand même en Belgique, il y a bien des problèmes au gouvernement et tout ça, mais est-ce qu'on est conscient qu'il y a la guerre, et c'est pas très loin? Vous avez la guerre en Irak, en Iran, vous avez dans la Yougoslavie, il y a eu des guerres aussi, maintenant en Afghanistan, ça recommence. Est-ce qu'on est vraiment à l'abri d'une poussée comme ça de guerre qui viendrait, comme celle de 14 et de 40, ce ne serait plus les Allemands qui viendraient nous assaillir, mais d'autres combattants. Il n'y a pas pire que des gens surexcités. Et après la guerre, plein d'affiches sont sorties en Allemagne. Plus jamais la guerre, pas de Troisième Reich, puisque c'était le Deuxième Reich ici, et il y a même eu des manifestations contre Hitler à cette époque-là, parce que le gouvernement avait été renversé, et les spartakistes et tout ça, il y a eu toute une période trouble où il y a même eu des explosions, il y a eu des attentats et des choses comme ça, et en fait, Hitler a profité de ça pour dire, oui,
les communistes sont chez nous, ils sont dans la rue déjà, il faut commencer à nettoyer nos rues. Il a commencé par fermer les commerces juifs, mais tout de suite après, tout ce qui était rouge ou tendance rouge devait être éliminé. Alors les partis, le premier parti français à l'époque, c'était pas encore PS français, c'était la ASFIO, Société française internationale d'objecteurs, je suppose, je ne sais pas très bien. Et ils interdisent en fait, c'est-à-dire ils essayent que les parents ne donnent pas des jouets de guerre à leurs enfants, de ne pas leur imprégner la tête, leur mettre tout le temps dans la tête des fusils ou des choses comme ça. Et voici une parole que je trouve bien dite de M. Julien Benda, que la paix n'existe et ne reposera pas sur la crainte de la guerre, mais sur l'amour de la paix. Il faut d'abord vouloir la paix avant de vouloir la guerre. Et voici des affiches aussi. L'entrée triomphale du Kaiser à Paris, entouré par des fantassins français. Et ici, c'est une affiche belge, ici, du théâtre de la Monnaie, entre autres. Il y a toutes les anciennes plaques allemandes dans sa charrette. Et il balaye la rue, il dit, ils sont partis, mais ce ne sera jamais que pour 22 ans. Hein. Ça, c'est le wagon de l'armistice qui a été amené dans la forêt de Compiègne pour pouvoir signer l'armistice. Parce qu'on ne voulait pas que les Allemands viennent signer l'armistice à Paris. Ça devait être fait en dehors, mais seulement cet armistice, ce n'est pas une fin de guerre. Et ça va durer encore en 1919, il y aura encore des récriminations, il y aura de nouveau des préparatifs qui ont été vite mis de côté, mais l'armée a été sur pied de guerre. On a, dans le contrat d'armistice, il était prévu qu'on occupe la Ruhr. Il y a eu pendant quelques années, on a pompé le charbon allemand qu'on amenait ici en Belgique, mais surtout en France, et les Allemands ont dit ça ne va pas, nous on a besoin de charbon aussi, et en fait l'occupation qui devait durer jusqu'en 1925, en 1923 déjà les Belges revenaient, et les Français ont suivi tout de suite après, donc l'occupation n'a pas eu lieu réellement. De plus, il y avait, en plus de la Ruhr qui était donc occupée, chacun avait son petit territoire, il y avait encore une zone démilitarisée en plus, qui ne pouvait pas, où il ne pourra avoir aucune arme de guerre. La flotte allemande devait être réduite à plus de 3/4, et Hitler, en 2-3 ans, tout ça a été révolu. Il a dit, il n'est pas sûr que c'est lui qui a dit que c'était un chiffon de papier, mais l'armistice du 11 novembre n'a jamais été accepté par les Allemands. Et c'est ça qui a été au fond à l'origine de la guerre de 40, parce qu'ils ont toujours dit, nous ne sommes pas concernés par cette histoire-là, et vous venez parader ici chez nous, vous nous prenez notre charbon, notre électricité, et en plus vous empêchez la circulation des Allemands, puisqu'ils ne pouvaient pas venir sur le territoire français, ni sur le territoire belge. Sauf quelques nantis qui avaient les moyens de se payer un passeport à bon prix. Voilà, voici quelques livres. Si vous êtes intéressé, vous voyez, Je serai fusillé demain, entre autres. C'est un livre qui reprend toutes les lettres. Le jour le plus meurtrier, ça. Éric Maria remarque à l'Ouest Radio, c'est un très bon livre aussi. Jean Droit n'est pas toujours
ma tasse de thé. Mais enfin, il a écrit Témoin d'Outreau, il a écrit plusieurs livres. Il y a Le Feu, ça c'est un très bon livre. Et alors, Les paroles d'un combattant. Ça, c'est aussi des textes qui sont repris et qui sont amenés. Donc là-dedans, il y a des textes de soldats, des textes de prisonniers, parce que, en plus, ça je n'en ai pas parlé, il y a eu tous les prisonniers qui ont été en Allemagne. Et la majorité était au camp de Solto. J'ai là toute une documentation sur le camp de Solto, mais ça allait nous mener tellement loin que je me suis dit, on en parlera une autre fois. Des prisonniers et du sort des réservés quand ils sont revenus. Des réfugiés, pardon, quand ils sont revenus. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Que ceci, je ne sais pas quelle heure il est. Toi non plus. Quelqu'un a une notion? 21h15. Ça va. Mais voilà, ça c'est les fameux coquelicots qu'on voit partout pour longtemps. On va fermer le rideau. Voilà.